So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Pendant que Étienne est en direct de Ottawa. Let's go! Merci Yes! de ne pas avoir fait le trajet de Ottawa jusqu'à Belleuil. Ça me fait un plaisir. La dernière fois, le trafic, c'était de la marde. Fait que c'est beaucoup... C'est vraiment plaisant. Ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'on va se le dire, Ottawa, on n'arrête pas de remercier de façon incroyable ceux qui partent de la Rive-Nord. Ottawa, c'est un peu plus loin quand même. Là. Ouais, un peu. Fait que, on s'était dit qu'on voulait faire une petite, disons, un podcast un petit peu différent dans le sens où ça va être le premier en ligne qu'on fait. Puis, quand on a déjà reçu Étienne, donc si vous ne l'avez pas déjà écouté, le premier podcast avec Étienne, je crois que c'est l'épisode 34. Si allez-y, il est vraiment bon. Allez-y, c'était vraiment un cool épisode. Si jamais vous voulez savoir c'est qui qu'on réinvite pour la deuxième fois puis qu'on ne fait pas d'introduction, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est juste parce qu'on l'a déjà fait. Au contraire, c'est parce qu'on l'aime bien qu'on le réinvite. En fait, c'est à cause qu'il n'y a rien à dire. Je suis un gars random, je suis un itinérant. Nobody. Ouais, c'est ça. Fait que Étienne, donc finalement spécialiste en tout ce qui est biomécanique, beaucoup, donc l'exécution du mouvement, la sélection d'exercices, comment adapter les exercices aussi en fonction des différents paramètres, des différents objectifs, mais aussi spécialiste dans tout ce qui est sciences de la douleur, rehab, toutes ces histoires-là. Fait que on en avait déjà parlé quand même beaucoup dans le premier épisode, mais où on voulait rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails dans certains sujets qu'à un moment donné, en un épisode, c'est difficile de tout faire en profondeur. Je ne veux pas de mauvais commentaires là-dessus, s'il vous plaît. Donc, l'idée, c'est que justement, on a demandé quand même, on a posé quelques questions aussi. En fait, on a demandé aux gens, on va finir par l'avoir, je vous le jure. On a demandé aux gens de nous poser des questions pour Étienne par rapport à tout ce qui est biomécanique et ou la douleur, la rehab et ces affaires-là. Fait que je pense qu'avant qu'on embarque peut-être dans les questions, un thème qu'on devrait peut-être expliquer un petit peu plus en détail. En fait, je dis on, ça exclut totalement Jess et moi, là, Étienne, on va te laisser la parole là-dessus. Mais peut-être juste expliquer un petit peu plus en tant que tel la douleur. Un, en quoi, mettons, qu'est-ce que ça représente, puis deux, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus complexe que juste, j'ai mal à quelque part, voici ce que tu devrais faire. Je veux juste ajouter une petite parenthèse. Non. OK, c'est bon. Une petite parenthèse avant qu'on rentre deep dans le sujet. Encore une fois, pas de commentaires. Dans le sujet. Étienne, que tu nommes depuis tout à l'heure de spécialiste, et Étienne est probablement un des fucking plus grands génies au Québec que je connaisse dans son domaine. Il est en Ontario. Hostie, c'est vrai! Mais je voulais... Dans le Canada, d'abord, c'est grand le Canada. Puis c'est ça. Puis, gentil. Puis Sim, tu utilises le terme spécialiste. C'est juste un petit bémol pour dire que quand vous écrivez « expert » dans vos bios, là, ça n'a peut-être pas tout à fait sa place. C'est beau, Étienne, tu peux y aller. C'est drôle. Ben, merci, c'est vraiment gentil. Simon, peux-tu répéter la question? C'est juste essentiellement, c'est quoi la douleur? Ouais, c'est quoi la douleur? Quel genre de symptômes ou de facteurs qui pourraient influencer le fait qu'on ressente la douleur? Puis peut-être justement, tu sais, qu'est-ce qui fait que finalement, c'est pas aussi simple que juste j'ai mal à quelque part, voici qu'est-ce que tu devrais faire, comme c'est vraiment multifactoriel. Oui, fait que mais essentiellement, la douleur, c'est un signal ou c'est un signal de protection que le corps crée en réponse à toute l'information qui est disponible. Fait que non seulement l'information immédiate, sensorielle d'un contexte particulier, mais c'est aussi informé par nos expériences précédentes. Donc, par exemple, s'il y a eu des traumas, avec comme genre un T majuscule ou bien T minuscule, trauma, ça l'informe si le futur va être catastrophique ou non. Mm-hmm. Et la douleur, c'est un comportement que le corps peut générer en réponse à des situations qui sont interprétés comme étant pas favorables ou bien juste dangereux pour l'être humain. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Puis auparavant, on voyait la douleur comme étant genre une réponse qui arrive d'une façon cause-effet et c'est un dommage quelconque qui cause la douleur. Mais là, de plus en plus, le plus qu'on essaye d'isoler
des traumatismes vraiment mécaniques, puis on regarde est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'il existe une relation cause-effet, on la trouve vraiment pas. Fait que c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'on pensait auparavant. Ouais, fait que en fait, c'est vraiment ça. C'est que c'est informé par non seulement les réalités mécaniques, les vraies réalités mécaniques qu'un individu a, mais c'est aussi informé par le psychologique et tout autre, comme même l'inflammation systémique dans le corps aussi, ça peut jouer un rôle là-dedans. Fait que c'est une réponse, c'est juste un symptôme de plusieurs facteurs différents. Mm-hmm. Ouais. C'est pour ça que je pense que tu en avais parlé aussi dans notre dernier podcast aussi, mais tu disais, je pense, quand il y a certaines personnes, des fois, qui vont avoir un symptôme de douleur, si cette personne-là a une journée qui se passe super bien, mais peut-être que les symptômes vont paraître moindres versus une journée où est-ce qu'elle est beaucoup plus stressée pour aucune raison, il n'y a rien arrivé, mais là, soudainement, elle a plus mal. Justement. Puis en fait, ça m'est arrivé il y a il y a 1 ou 2 semaines avec un de mes clients. Elle m'a dit, elle est comme coudonc, comme tu sais, mes genoux, ça va mal. Puis tu sais, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. Puis là, elle me dit, puis elle est comme, je trouve ça intéressant que ça a tendance d'arriver quand ça va mal dans ma relation, genre. Puis là, c'est comme, OK, ben tu sais, c'est intéressant. Puis c'est pas qu'il n'y a pas nécessairement qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait optimiser d'un côté mécanique ou bien en tant que force, etc., au niveau des genoux, mais c'est juste que ce n'est pas aussi simple que ça. Les douleurs de genoux sont informées par plusieurs affaires. Puis c'est une vraiment bonne affaire. Je pense qu'on en a parlé aussi dans le dernier podcast. C'est que imagine si la seule raison pour laquelle que tes genoux, disons, qui ferait mal, c'est à cause que tu as un problème au niveau de ton ménisque, mais il y aurait fuck all qu'on pourrait faire au niveau de l'exercice pour t'aider. À cause qu'il n'y a rien au niveau de l'exercice qui va améliorer la quantité et la qualité de ton cartilage ou bien la qualité et la quantité de ton ménisque. Il n'y a rien qu'on peut faire. Mais on voit ça souvent que les gens ont des douleurs. On commence à leur entraîner et de petit à petit, et ou même avec le temps, leurs symptômes s'améliorent, même si les traumatismes qui sont arrivés au ménisque sont encore présents. Fait que ce que ça nous montre, la science de la douleur, dernièrement, c'est qu'en réalité, on a beaucoup d'options qu'on peut utiliser pour aider les gens et ou nos clients de se sentir mieux. C'est vraiment une bonne affaire. Une grosse partie du rehab suite à une douleur, ça va vraiment être d'essayer d'identifier ça serait quoi potentiellement le plus gros stresseur qui pourrait causer ça finalement. Parce que c'est pas automatiquement, disons, il n'y a pas automatiquement un dommage, entre guillemets, quelconque qui a été fait. C'est pas nécessairement une lésion ou c'est pas nécessairement une déchirure ou quoi que ce soit. Des fois, c'est juste, mais peut-être qu'il y a un facteur stresseur plus gros qui ferait en sorte que finalement, il va falloir travailler là-dessus en premier pour être capable de finalement diminuer les symptômes. Oui, parce qu'exemple, la madame qui a mal au genou quand sa relation ne va pas bien, il n'y a pas une fissure plus grosse dans son genou parce que sa relation ne va pas bien. Mais pourtant, durant une semaine, puis ensuite, ça guérit. Ouais, non, la exactement. S'en va, à moins que c'est parce que quand ça ne va pas bien dans sa relation, c'est parce que son chum il barge dans son genou. Là, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais non, exact. Puis, tu sais, en tout cas, c'est beaucoup plus complexe qu'on pensait. Fait que juste pour revenir à ce que tu as dit, Simon, c'est que vraiment, il faut se demander, OK, ça serait quoi les plus grandes ou les plus grosses opportunités qu'on a pour améliorer la santé physique, psychologique, émotionnelle d'un client. Puis on focus là-dessus. Puis souvent, en faisant ça, les gens se sentent mieux. Puis je trouve personnellement, cette perspective-là, je la trouve, je trouve ça rend ou ça donne crédibilité à des méthodes ou bien des interventions qu'on ne comprend pas entièrement de ce jour. Par exemple, foam rolling. Ouais. Foam rolling, c'est un exemple. Tu sais, comme quand on regarde l'aspect mécanique de comme répartir des adhésions ou bien de juste est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme breaking down adhesions, ou bien changer d'une façon vraiment importante qualitativement les tissus au niveau du quad, disons. Comme moi, par exemple, j'ai un peu de douleur de temps en temps à mon genou gauche. Puis des fois, ça m'aide énormément à faire du foam rolling. Puis, d'un côté, comme au niveau des tissus,
basé sur la littérature qu'on a présentement, puis ça se peut que ça change demain aussi, puis il faut regarder ça en tête, mais basé sur la littérature qu'on a en ce moment, le foam rolling de côté tissu, comme ça fait aucun sens pourquoi que ça l'aide avec la douleur. Mais quand on regarde à comme par exemple la douleur étant informée par plusieurs variables, on peut regarder, OK, mais ça l'offre quoi un foam roller? Bien, ça l'offre potentiellement, ça change ou ça crée un stimulus côté peut-être vasculaire en tant que blood flow ou bien lymphatique. Ça cause un gros influx nerveux au niveau du sensoriel. Puis on le sait que le sensoriel, c'est quand même très important pour la motricité et ou tout output du corps humain. Fait que non seulement mécanique, mais aussi côté de la douleur. Fait que ça, c'est deux raisons qui s'appliqueraient à moi. Pour autres clients, si eux autres croient vraiment dans le foam rolling, ça aussi, ça peut être très important puis très utile. Comme par exemple, je pense qu'on en a parlé dans le dernier, mais comme ils ont trouvé dans quelques études que l'intervention qui avait comme genre le plus qui était le plus fort ou bien le plus puissant pour un individu quelconque, c'était celui que le client croyait dedans le plus. Comme par exemple, si tu crois dans le chiro, tu devrais peut-être aller voir un chiro ou bien un ostéo, un physio, etc. Ou bien s'il y a quelqu'un dans qui tu as vraiment confiance, puis disons, cet individu-là te donne une référence à quelqu'un que eux autres qui ont beaucoup de confiance, bien là, tu sais, quand tu vas aller voir cette personne-là, tu sais, t'as des espoirs quand même assez élevés, disons. Je ne sais pas si ça fait du sens. Là. Ouais. Mais genre, fait que ça, c'est un autre mécanisme potentiel. Puis ça peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de thérapies qu'on ne comprend pas entièrement de ce jour, mais qui sont quand même utiles. Oui, mais c'est ça. On en avait parlé un petit peu dans le podcast avec Alexis, physio qu'on avait reçu, puis il nous disait, il parlait, exemple, de l'acupuncture. L'acupuncture, c'en est un que, à la rigueur, on a des études pour démontrer que ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, il y a quand même beaucoup de gens qui sont capables de faire de l'acupuncture puis de quand même aller vraiment mieux après. Fait que, clairement, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Est-ce que c'est 100% placebo ou est-ce que finalement, il y a quelque chose qu'on n'a juste pas découvert encore? Justement, puis c'est ça l'affaire. Comme tu sais, les experts là-dedans ne s'ententent pas du tout. Puis il y a un physio chiro que j'aime beaucoup. Puis encore une fois, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, qui s'appelle Greg Lehman. Puis c'est un gars, c'est un bonhomme qui fait du skateboard, qui est canadien. Puis je l'aime beaucoup, entre autres, à cause qu'il a tendance de dire que. C'est quoi qu'il a dit? En tout cas, il y avait un débat avec un gars, puis il avait dit: je ne comprends pas comment tu peux avoir des opinions fortes là-dessus. Parce qu'il y a tellement les experts en biomécanique et ou les experts en douleur s'ostinent les uns entre les autres. Puis tu n'es pas ces personnes-là. Fait que comment ça que tu peux avoir une opinion vraiment, vraiment forte, soit pour ou contre un certain argument? C'est ça, il n'y a aucun consensus qui a été fait encore. Non, bien c'est ça. Puis comme tu sais, en ce moment, on a des modèles, puis c'est pour ça que j'aime moins le modèle biomédical ou kinesiopathological, comme on dirait en anglais, par rapport à la douleur, la douleur. Et j'aime plus celui genre biopsychosocial à cause ce modèle-là, biopsychosocial, c'est beaucoup plus de variables qu'autres. Puis dans ce modèle-là, ça l'explique ou ça donne des explications potentielles pour beaucoup de thérapies qu'on ne comprend pas nécessairement le mécanisme spécifique. Mais ça nous donne un framework, fait que ça nous approche un peu, puis ça nous amène dans une bonne direction. Fait que c'est crissement compliqué. Puis malheureusement, c'est le genre d'affaires que, tu sais, moi, ça serait super le fun avec mes clients et mes clientes d'être capable de leur dire comme, OK, voici pourquoi que tu as mal, mais à mon avis, on peut pas le dire. Mais c'est pas nécessairement c'est pas une mauvaise affaire. On peut leur dire, la douleur, c'est très complexe et on a des modèles qu'on utilise pour conceptualiser la chose et voici approximativement comment que ça va avoir l'air, ton cheminement. Voici des trends ou des patterns qui sont quand même assez communs et je vais être ici pour te supporter. Puis souvent, je trouve être très honnête avec nos clients, même être honnête par rapport au manque de certitude de ce qu'on fait. Si on dit ça avec confiance, les clients apprécient ça énormément, à mon avis.
Oui, parce que Oh, de toute façon, si ton outcome, c'est de dire ah ouais, je vais régler ton problème 110% sûr, puis finalement, tu n'y arrives pas. ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. Oui, puis tu sais, je pense que c'est plus confortable de dire genre oui, 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 ça va aller super bien. Je pense qu'il y a un certain montant d'insécurité. Comme il faut être très sécure en soi pour être capable de dire je le sais pas. Puis de ne pas avoir genre sa valeur personnelle ancrée à avoir raison, par exemple. Mhm. Mhm. Et être capable de juste dire je sais pas et je vais être ici pour te supporter. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, tu sais, ça arrive. Puis je vais faire mon mieux. Puis ça n'affecte pas ma valeur comme être humain. Tu sais, c'est comme un peu comme out there comme concept, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ancrent à des perspectives très rigides. Puis entre autres, je pense que ça vient au moins en partie des insécurités quand même assez profondes. Ouais, il y a beaucoup de biais émotionnels qui n'ont vraiment pas leur place, là. Dès qu'on parle de santé, selon moi, je veux dire, tu ne devrais pas avoir une attache émotive à quoi que ce soit, là. Mais non. Mhm. Ouais, Ouais, puis ça, c'est le justement. beau aussi, où comme tu dis, c'est même si en tant que tel, ton symptôme de douleur, il est très. Tu le ressens physique dans le sens j'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal dans le dos, mais c'est impossible de dissocier le physique du psychologique. Le psychologique est quand même très, très fort là-dedans. Il peut jouer beaucoup. Fait je pense que, comme tu dis, de juste avoir une approche purement biomécanique, on va te donner des exercices de rehab, on va faire ci, on va faire ça, sans adresser le côté psychologique, peut-être stress qui vient avec. Je pense que c'est de passer à côté d'un gros morceau. Puis pas peut-être stress. Je veux dire, moi, les trois quarts de mes douleurs physiques ou comme des tensions que j'ai, c'est tout parce que je suis anxieuse puis que je suis tout le temps stressée, là. Fait que, tu sais, si on sait que déjà le stress peut avoir un très gros impact au niveau physique, tu pourras peut-être me dire, Étienne, est-ce que tu pourrais potentiellement avoir plus de risques de te blesser parce que tu es quelqu'un de plus stressé? Ben, je pense que je vais dire, je vais dire oui, mais on va faire micro parenthèse, puis on va revenir à ça à cause j'ai une Ouais. histoire à vous partager juste par rapport à ma course que j'ai faite samedi. Cause là, on Mhm. parlait de l'anxiété et tout ça. Puis auparavant, avant qu'on a commencé d'enregistrer, je vous ai partagé que moi aussi, j'ai comme un penchant vers être anxieux. J'ai eu j'étais allé à l'hôpital à 2 reprises pour des crises de panique. Tu sais, comme c'est malheureusement commun dans ma vie. Puis je navigue ça à tous les jours. Donc, bref, samedi dernier, j'avais ma course. Puis dès mercredi, comme je vous avais mentionné auparavant, je fixais comme dès mercredi matin, je suis comme, oh shit, countdown's on, like 96 hours till race day, right? Ah ouais. Puis là, C'est long, 96 heures à stresser. Un peu, oui. mais l'affaire qui est fou, là, c'est que mercredi, jeudi, vendredi, de plus en plus que je me rapprochais à la course, mon genou gauche commençait à me faire de plus en plus mal. Même quand que je marchais puis je faisais des affaires de tous les jours. Fait que c'est comme, durant cette puis comme, tu sais, je ne m'entraînais pas d'une façon comme on ne poussait pas le volume. Je me sentais correct mardi. Mon dernier workout vraiment intense, c'était lundi. Puis comme je me sentais correct mardi, mercredi, je me sentais quand même pas pire, mais jeudi, vendredi, samedi matin, mon genou gauche était comme fuck you. Puis il était comme fais attention, fais attention. Mais comme, tu sais, c'était pas à cause d'un stress mécanique. C'est à cause qu'il y a peut-être de quoi, comme si j'ai des blessures, des vieilles blessures à mon genou gauche, il y a des trucs qui sont arrivés, for sure. Et ça, ça a été magnifié, disons, par le stress physique que je savais qui s'en venait, disons, du samedi. Fait que oui, tu sais, l'anxiété, ça peut vraiment d'une façon importante augmenter la douleur. Pas juste la douleur perçue, cause des fois, les gens vont dire comme, tu sais, je ressens une douleur, mais ce n'est pas une vraie douleur. False. C'est toujours des vraies douleurs. C'est toujours la vraie douleur, même si ça vient d'une perspective mécanique ou psychologique ou whatever, on ne peut pas séparer les deux. Si quelqu'un vit une douleur quelconque, elle est réelle. Il faut vraiment faire certain qu'on en anglais, on ne dit pas que le terme c'est gaslighting. Je ne sais pas c'est quoi en français. Là. Ouais. Mais, vous irez googler. Ouais, c'est ça. Pardon? Vous irez Vous irez Google googler. le mot gaslight. Irrégulier. Non, mais vous irez taper googler ça dans Google. dans Google. Ah, OK, on irait googler. OK. Ouais.
Man, j'ai mal compris. Je En tout cas, m'excuse. On non, va c'est mettre correct. un sous-titre en dessous de Just le reste du podcast. Wow, wow, C'est wow, ça. wow. C'est ça. Mais tu sais, il faut faire certain qu'on gaslight pas nos clients. Mhm. Puis il faut faire certain que nos clients se sentent entendus et compris par nous. Fait que dire des affaires comme tu sais, c'est pas des vraies douleurs, c'est pas super nice, là. Mais c'est que je pense que jusqu'à un C'est certain dans point ta aussi. tête. Justement. Mais c'est pas- ça, mais c'est c'est pas qu'il faut différencier aussi. C'est que c'est important de dissocier la douleur n'est pas réelle et la douleur veut automatiquement dire que tu as du dommage, entre guillemets, C'est ou ça. un dégât Justement. quelconque. Parce que la douleur en tant que telle est réelle. Ça veut juste pas dire qu'il y a nécessairement du dommage relié à ça. Mhm. Justement. Puis ça donne beaucoup de. C'est une perspective vraiment optimiste. Tu es capable de dire aux gens comme oui, tu sais, c'est vrai qu'il y a X, Y, Z changement mécanique au niveau de ton genou ou bien de ta colonne vertébrale ou ton coude, ton épaule. Et ça ne veut pas dire que tu sais, le restant de ta vie, c'est foutu, là. Mhm. Comme tu peux quand même faire des affaires. Puis on a des modèles pour nous aider à conceptualiser comment on peut t'entraîner pour améliorer le fonctionnement de ton corps et rendre ton corps moins sensible avec le temps. Mm. Et ça l'aide aussi d'avoir un framing vraiment optimiste de la douleur. Que la douleur ne veut pas dire que je suis cassé, mais que ça veut juste dire que mon corps est un peu sensible en ce moment. Donc, je vais back off un peu. On va diminuer le volume local ou systémique. Et ensuite, petit à petit, on va augmenter le volume local ou systémique. C'est vraiment pas compliqué. Mm. Même si le processus est crissement complexe. C'est ça, il y a une différence entre compliqué et complexe. En fait, c'est que le processus est complexe, mais techniquement, les méthodes sont assez simples. Justement. Mais là, Jessie, tu m'as demandé une question tout à l'heure qui était est-ce que le stress peut causer Est-ce que tu peux avoir un plus haut risque de blessure, de te blesser parce que tu es stressé? Oui, mais je pense que moi, je dirais que oui, mais je pense avant, ce serait important de dire qu'il y a une différence entre blessure et douleur, encore une fois. Oui. Fait que, on va commencer, disons, avec douleur. Si on est stressé, est-ce qu'on peut avoir plus de douleur? Oui. On a déjà parlé de ça. Puis ça, c'est à cause que le degré à laquelle qu'on peut avoir ou vivre une douleur, c'est informé par plusieurs variables, plusieurs stress. Psychologique, émotionnel, nutritionnel, biochimique, whatever, manque de sommeil, tout ça peut mener à leur corps à être plus sensible. Même quand vous avez, comme par exemple, un rhume. Comme, des fois, comme, je ne sais pas pour vous autres, là, mais comme ma mâchoire va avoir mal, comme les articulations, mes dents font mal, puis comme mes genoux font mal. Puis c'est pas comme si immédiatement, quand j'ai un rhume, j'ai développé de l'arthrose. Tu des genoux puis les dents automatiquement. Justement, c'est juste que le corps est plus sensible. That's it. Mais ça, le corps, quand tu es malade, crée plus d'inflammation aussi. Fait que l'inflammation en soi peut réveiller des douleurs qui faisaient plus tant mal. Justement. Fait que l'autre affaire par rapport à des blessures, je dirais que oui. Par exemple, quand le corps est stressé, le comment qu'on bouge peut changer. Puis ça peut potentiellement mettre des stress différents sur le corps. Et avec le temps, le plus qu'on répète des motions, le moins qu'il y a de variations, en fait, le plus que des tissus vraiment spécifiques et ou des régions articulaires peuvent être stressées d'une manière vraiment, vraiment précise. Puis ça peut mener à des blessures. Fait que, ouais, je dirais que oui. Je pense aussi que ce qui arrive souvent, c'est que j'ai l'impression que d'avoir peut-être dans des cas de douleur quelconque, peut-être pourquoi certains vont se prononcer peut-être un petit peu plus fortement sur certaines affaires, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un certain sentiment de, je ne veux pas dire de mise en confiance, mais peut-être quand il y a un diagnostic officiel, entre guillemets. Comme si on est capable de mettre un mot sur qu'est-ce qu'ils ressentent, on dirait que ça les... C'est parce qu'à partir du moment où tu identifies un problème, tu te dis que tu peux identifier une solution. C'est ça, les gens identifient automatiquement comme OK, ben je sais pas, mettons, j'ai une entorse ou j'ai une lésion ou j'ai, peu importe, on dirait qu'il y associe, il y a quelque chose de spécifique, ça parfait, ça veut dire qu'il y a clairement un protocole spécifique qui vient avec. Justement, oui, puis je pense que ça peut nous amener un peu de paix aussi, puis d'avoir un certain montant de confiance dans le processus. C'est juste que je pense qu'il faut changer nos diagnostics
Puis, il faut changer aussi comment on décrit le processus à nos clients. Puis même, comme de nos jours, dans le domaine de physiothérapie et aussi, par extension, le domaine d'entraînement, on commence petit à petit à diminuer le degré à laquelle on utilise, par exemple, le syndrome d'accrochage. Parce qu'il y a plus en plus de littérature qui remettent en question le mécanisme de syndrome d'accrochage, acromion, tête de l'humérus, du smashing de tous les tissus qui sont entre ces deux segments osseux-là et avoir des douleurs antérieures et ou supérieures au niveau de l'épaule. Fait que là, c'est rendu que le syndrome d'accrochage devient de moins en moins valide. L'hypothèse de le syndrome d'accrochage devient de moins en moins valide. Et là, c'est rendu juste douleur antéro-supérieure de l'épaule. Puis, mettons, pour ceux qui ne connaissaient pas ça, c'était quoi ou c'est quoi le syndrome de l'accrochage? Qu'est-ce que ça implique? Bien, l'hypothèse, on va dire l'hypothèse du syndrome de l'accrochage ou bien le syndrome de l'accrochage, c'est un syndrome, ça ne veut rien dire. C'est le nom donné où, disons, il y a une section supérieure de l'omoplate qui s'appelle l'acromion. C'est un peu comme le toit, disons, de l'épaule. Comme pour ceux et celles qui vont regarder le vidéo, si vous mettez votre main ici, si vous suivez la clavicule, puis vous allez latéral, il va y avoir une section osseuse relativement plate juste sur le haut de l'épaule. Ça, c'est l'acromion de la scapula. Et l'humérus, qui est l'os du haut du bras. Le syndrome de l'accrochage, c'est quand l'humérus bouge verticalement et que les tissus entre ces deux segments-là se font compresser et que ça mène. L'hypothèse était que ça mène à des douleurs. Mais là, ce qu'ils ont réalisé, c'est que quand ils commencent à isoler les distances entre l'humérus et l'acromion dans des personnes qui ont des douleurs et ou quand les personnes sont asymptomatiques, il n'y a aucune relation entre la distance huméro-acromiale, disons, et l'expérience de la douleur. Fait que c'est juste que le mécanisme est beaucoup moins précis qu'on pensait auparavant. Et pour ceux que ça intéresse, Étienne donne des cours d'anatomie sur cadavre. Fait que si vous voulez voir actually à quoi ça ressemble. Ah ouais, c'était vraiment cool. C'est ça. vrai, Même puis vous l'avez fait. Qui avait peur de vomir puis de pass-out, s'en est bien sorti. C'est ça. Fait que le dernier podcast qu'on a fait, c'était avant le cours. C'est vrai. Et là, on fait podcast numéro 2 après le cours. Fait que là, c'est à mon tour de vous demander des questions. C'est ça. Comment, de un, how the turntables. Comment que vous avez trouvé ça? Puis c'était quoi un takeaway que vous avez eu de ça? Je suis curieux. Moi, je pense qu'un des plus gros takeaways que j'ai eu, c'est à quel point on voit, disons, sur un livre d'anatomie, certains groupes musculaires, on ne voit pas nécessairement bien représenter à quel point certains groupes musculaires sont plus gros que d'autres. Fait que moi, celui qui m'avait frappé le plus, c'était Jess, parce qu'elle me donne tout le temps des claques, non. C'était au niveau du bicep, il y a le bicep, puis en dessous, il y a le brachial. J'avais jamais réalisé à quel point le brachial est beaucoup plus massif. Ben, beaucoup plus massif, c'est relatif, mais quand même beaucoup plus gros que le bicep en tant que tel. Ouais. Fait que c'est drôle. Le cours d'anatomie sur cadavre, en réalisant ça, a fait en sorte que finalement, dans ma programmation, peut-être plus chez mes gars, mais j'ai tendance à mettre un petit peu plus d'emphase sur le brachial maintenant au niveau du bicep, parce que je suis comme ça, tu peux vraiment augmenter le volume de ton bras si tu es capable de mettre un petit peu plus l'emphase dessus, finalement, vu qu'il est quand même plus massif. Fait que c'est le genre d'affaire que tu ne réalises pas parce que tout ce que tu vois, c'est lui qui est par-dessus, l'autre, il est en dessous, tu t'en rends pas compte quand tu lis juste un livre d'anatomie, il y a juste une flèche qui pointe comme il est là. Mm-hmm. Avec une petite couleur. Avec une petite couleur, c'est ça. Finalement, quand tu arrives, ben, tout est beige, puis il y en a qui sont pas mal plus gros que tu pensais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, l'aspect tridimensionnel de l'anatomie aussi, c'est quelque chose qui manque for sure dans les livres. Toi, Jess, c'était quoi tes takeaways? Moi, mes takeaways, premièrement, le corps humain est complètement dégueulasse. Ça m'écoeure. Tout m'écoeure quand même, mais pour vrai, non, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point le corps est fait solide. Moi, j'ai tout le temps eu, après m'être débarqué le genou 2 fois puis l'épaule, je me sentais vraiment, vraiment fragile. Puis j'avais peur un peu de tous mes mouvements parce que j'étais comme, je sais pas que j'ai... Puis tu sais, moi, c'est parce que la manière dont je m'étais débarquée, je faisais rien puis ça a déboîté. Fait que j'étais comme, bon, je suis faite fragile. Fait que de voir à quel point il y a du tissu autour de ce qui a besoin d'être protégé. Tu sais, la colonne, moi, des fois,
j'ai peur que je me fasse craquer le dos ou que je m'accroche à quelque part puis je vais me déplacer quelque chose. Mais pour vrai, tout est tellement stiff, tout est tellement protégé, justement. Le corps est vraiment bien fait à ce niveau-là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment rassurant de voir à quel point on était bien bâti, bien structuré. Aussi, ce qui m'a marqué, c'est au niveau de la mobilité. Fait que quand on avait vu avec les chevilles, de voir que si c'est au niveau de tes os, donc de ton ossature, que tu manques de mobilité, tu auras beau faire des exercices comme tu veux. C'est pas nécessairement ça le problème. Fait que jusqu'à un certain point, tu peux pas, ça n'existe pas des gros os, mais tu peux pas changer ton ossature quand même. Fait que de prendre ça en considération que tu es fait d'une certaine façon, puis il faut que tu fasses avec les cartes que tu as. Justement, il faut avoir un respect pour ça. Puis, je trouve ça super cool que ça t'a marqué aussi. Je me rappelle, le premier cours que j'ai fait aux États-Unis, c'était une des premières affaires qui m'a marqué. Puis le cadavre sur lequel on travaillait, c'était un monsieur dans ses quarantaines à peu près, je pense, comparé au spécimen qu'on a travaillé dessus à l'Université d'Ottawa qui était beaucoup plus avancé en tant qu'âge. Fait que mon premier spécimen, c'était un mâle dans ses quarantaines, puis de ce qu'on pouvait genre déduire à peu près par rapport à son corps, il faisait du stock physique. Son psoas là, était no joke, là, si vous pouvez voir sur la caméra, c'était comme, ça avait un diamètre de comme quasiment 3 pouces, son psoas. C'était énorme, là. C'était comme un tenderloin d'un cochon. Là, c'était huge. Puis comme j'ai touché ça, puis j'étais comme, holy shit, ça c'est un être humain. Puis comme, tu sais, il était pas comme énorme là, non plus. Fait que imagine du monde qui s'entraîne d'une façon comme assez régulièrement. Là, on est vraiment plus fort côté physique qu'on est, as we're led to believe. Oui. On est beaucoup plus résilient. Une autre chose qui m'avait marqué aussi, c'est, comme tu disais, mettons dans les livres d'anatomie, tout a l'air vraiment clair. Tout est comme, OK, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Tu regardes un cadavre, là, je veux dire, t'as beau avoir vu ça dans les livres, c'est pas la même game, là, trouver. Tu sais, il y en avait qui étaient vraiment bien disséqués, mais même bien disséqués, t'es comme, OK, ça c'est le vaste interne, ça c'est ton grand droit vraiment. Puis tu regardes ça, puis t'es comme, attends une minute, là, va falloir que j'y touche parce que je comprends pas qu'est-ce qui est où, là. Ah ouais, non, c'est ça. Sure. On parle toujours du cadavre. Oui. Quand tu sais, des fois, on était sur le cadavre, puis That sounds even more wrong. even worse. Fait que, bref, on était, à un moment donné, je me souviens, là, puis c'est arrivé plusieurs fois durant la journée, là, on regardait genre, je sais pas, le quad, pas nécessairement le quad, mais comme une cuisse. C'était comme, OK, trouve-moi tel muscle. Puis là, on regardait, on était genre, OK, c'est pas si simple. Là, techniquement, lui, c'est supposé être le plus long. Fait que lui, ça devrait ressembler à ça. Non, c'est ça. Fait que quand t'as des fois certains influenceurs ou coachs, ou appelle ça comme tu veux, qui vont dire, fais tel mouvement pour isoler tel muscle, t'es comme, non, c'est impossible. C'est impossible d'isoler. C'est littéralement impossible d'isoler un muscle. Oui, for sure. C'est trop un tapon. Ouais, un tapon, ça veut dire quoi? C'est le mot scientifique pour dire beaucoup. Un ramassis de muscles. OK. Tout poigné ensemble. Je pense que c'est la traduction officielle de fuck ton. Oui, mais non, pas tout à fait. Mais tu sais, Étienne, imagine un plat de spaghettis, OK? OK, parfait. Là, je suis en Florence, en Italie, plat de spaghetti, got it. Exact. Là, tu rentres ta fourchette dans ton tas de nouilles. Let's go. Puis là, ça fait un tapon. OK. C'est ça, un tapon. Ça, c'est un tapon. OK, c'est bon. Merci. Fait que c'est un fuck-ton de nouilles. C'est ça. Tout poigné ensemble. C'est bon, parfait. Mais ouais, c'est beaucoup plus complexe qu'on aurait pensé. Puis c'est la raison pour laquelle je donne le cours. Si on y pense, les entraîneurs, nous autres, la fréquence à laquelle on voit nos clients, c'est énorme. Puis souvent, on n'a pas la chance de voir ça, mais c'est la machine avec laquelle on travaille à tous les jours. Fait que c'est important d'au moins d'être le plus informé que possible là-dessus. Fait que je suis content que ça vous a marqué d'une façon positivement puis que Jessica t'as pas vomi. C'est ça. Mais pour de vrai, j'ai vraiment envie d'en faire d'autres parce que je pense qu'il y a encore un million de choses que je pourrais apprendre de ces cours-là. Mais honnêtement, si vous êtes entraîneur, je crois que tout le monde devrait faire au moins un cours d'anatomie sur cadavre. Moi, j'ai des BF, mais je suis en accord, 100%. Mais c'est juste que c'est pas le genre d'affaire qui se donne à toutes les fins de semaine non plus. Là, comme et pas partout non plus. Là. Non. Je sais que j'en avais parlé avec un de mes clients qui était étudiant en kinésiologie. Je crois que c'était à Trois-Rivières. Puis je sais que lui, il me disait qu'il y en avait des laboratoires sur cadavres là-bas. Fait que lui, il me disait, il capotait, il tripait là-dessus bien raide. Puis
Je l'avais pas fait encore, fait que on s'en parlait des fois pendant nos suivis, puis j'étais comme, hey, j'ai hâte de faire le mien, ça va être cool. Puis, non, mais je pense que pour tout kinésiologue, physio, entraîneur, Si whatever, vous travaillez avec le si corps vous travaillez humain. avec le corps humain, je pense que c'est vraiment primordial que vous en fassiez un au moins une fois dans votre vie. Là. Ouais. Ouais, 100%. Ouais, je suis très en Mais accord. justement, par rapport au niveau mobilité, ça, c'est une affaire que j'avais trouvé très cool aussi. Tu sais, comme on voit plein de monde aussi là, dire, exemple, tu manques de mobilité à telle place, exemple, pour faire un squat. Là, bon, tu manques de mobilité à la cheville, c'en est un qui revient souvent. Moi, je dis toujours que j'ai une mobilité de cheville handicapée. Bon, mais on va te faire des stretches avec des bandes élastiques, puis tu vas voir, ça devrait aider. Oui, mais à un moment donné, comme ton os, il va à côté sur ton os, c'est pas un élastique qui va changer ça. Oui, justement. Puis si on continue à pousser un os contre un autre os, le outcome, on le sait exactement que c'est quoi que ça va être. C'est si on continue à mettre la force entre deux segments osseux, il va y avoir de plus en plus de calcium qui va commencer à s'accumuler à cette jonction-là. Puis l'amplitude de mouvement à l'articulation va diminuer avec le temps s'il y a trop de stress à l'endroit local. Fait que si on assume qu'on devrait en avoir plus, c'est là qu'est le problème. Tant aussi longtemps qu'on est curieux, puis on essaie quelque chose pour voir, disons, un truc avec un kettlebell sur ton genou, avec un élastique qui tire le tibia vers l'extérieur, vers l'arrière, puis tu fais un flexion, dorsiflexion à la cheville, puis tu essaies ça pour voir est-ce que ça va aider un certain client. Puis encore une fois, tant aussi longtemps qu'on est curieux, puis on se dit, OK, si ça s'améliore, super. Sinon, c'est correct. Je n'avais pas une attache émotive à ce que ça fonctionne anyway. Moving on, right? Comparé à comme, genre, rester en ayant une tête dure sur un certain concept ou bien sur un exercice, puis de refuser de, comme, genre, de passer à une autre affaire ou une autre stratégie, c'est là qu'est le problème. Mais c'est illogique parce que le corps est une machine d'adaptation. Peu importe ce que tu y fais faire, c'est une machine d'adaptation. Fait qu'il va s'adapter absolument tout ce que tu lui donnes, que ce soit de façon positive ou négative. Fait que si c'est une technique qui ne fonctionne pas, ça veut dire que ton corps est quand même en train de créer une certaine adaptation puis elle n'est pas nécessairement positive. Fait que quand tu pars de là, je ne comprends pas comment tu peux garder des attaches émotives à une seule méthode. Oui, for sure. Puis encore une fois, c'est ça que j'aime beaucoup de Greg, le physio dont on parlait avant. C'est comme je ne comprends pas comment que quelqu'un peut avoir une attache émotive à ce qu'on fait à cause que on a beaucoup plus de questions que de réponses. Comme même, je pense que c'était toi qui as mis ça sur les réseaux sociaux qui était comme, tu sais, que même de ce jour, je connais fuck all par rapport à comment que, tu sais, le phénomène de l'hypertrophie. Comme on a quand même beaucoup de questions. C'est Frank qui l'a posté aujourd'hui. C'est Frank qui a posté ça, ouais. Puis comme tu sais, c'est vrai, là, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Quelque chose aussi commun que l'entraînement d'hypertrophie. Là, on connaît quand on fait X, ça a la tendance de fonctionner, mais quand on regarde de plus en plus profond, les mécanismes spécifiques, on a encore beaucoup de questions par rapport à ça. Puis ça même affaire avec la douleur, même affaire avec le rehab, même affaire avec les améliorations en performance, tout. Fait qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert. C'est vraiment important. Et à noter que tu as dit, on a noté que quand on fait ça, on a tendance à voir ça. Pas justement. Ça fait automatiquement ça. Il y a une différence entre les deux. Puis c'est ça qui est. Je pense que c'est Layne Norton qui disait ça justement. Puis il dit selon moi, les meilleurs experts dans leur domaine respectif, c'est ceux qui vont parler avec ce genre de langage-là. Toujours dans la nuance, jamais dans le noir et blanc. Parce que il y a quand même plusieurs personnes desquelles je m'inspire, desquelles j'essaie d'apprendre le plus possible parce que je juge qui donnent de la bonne information, mais qui vont quand même des fois avoir tendance à tomber dans des affaires un petit peu plus carrées, noir et blanc. Puis je suis comme, là, tu t'en vas peut-être un petit peu loin dans tes propos parce que même si on a beaucoup de recherches pour supporter ce que tu dis, je pense pas qu'il y a de réponse définitive. Puis je sais pas si on va en avoir une un jour non plus. Justement. Je pense que c'est super important de rester dans la nuance et de dire qu'on a remarqué ça vraiment souvent et que beaucoup de littérature nous permettent de penser et de tendre dans une certaine direction, ça serait vrai. Mais de dire que c'est automatiquement ça à 100% puis qu'il n'y a pas de sujet à discussion, là, je pense que c'est vraiment être fermé puis justement commencer à avoir des biais. Là.
Justement. Puis je pense que le seul statement noir et blanc qu'on peut vraiment faire, c'est qu'il y a toujours de la nuance. Exact. On peut dire d'une façon noir et blanc qu'il va toujours avoir de la nuance. Je pense que ça, c'est vraiment le seul statement noir et blanc qu'on peut vraiment faire. Exact. C'est un peu, c'est un paradoxe un peu dans ce sens-là. Il va toujours avoir des beaucoup plus larges aspects qui vont rester noirs et blancs. Exemple, tu veux perdre du gras, tu n'auras pas le choix d'avoir un déficit calorique, mais ça reste beaucoup plus nuancé que juste bouge plus, mange moins. Justement. Il y a quand même certains concepts beaucoup plus larges qu'à un moment donné, tu ne pourras pas le négocier, celui-là, mais le comment tu vas l'appliquer, là, devient beaucoup plus nuancé, puis ça devient très négociable. Oui, justement. Au début de ma carrière, un de mes premiers mentors, il m'a dit que si tu n'es pas confortable avec la nuance, tu es dans le mauvais domaine. Genre, deviens pas un entraîneur, travaille pas dans le domaine de la santé si tu cherches du noir et blanc, si tu n'es pas confortable avec la nuance. Il faut vraiment être confortable avec ça. Travaille avec des washing machines. Oui. Deviens frigoriste. Oui. Mais non, mais c'est vrai, comme tu dis, des trucs comme par exemple, si tu as un problème d'auto, je ne suis pas un expert en auto, fait que peut-être ça ne s'applique pas. Mais j'imagine si tu as un problème avec ton alternator ou quelque chose, je ne sais pas si les autos utilisent quand même des alternators anyways. Je pense que oui. Disons que tu as un flat dans une de tes roues. Tu vas au shop. There you go, pauvre toi. Puis tu vas au mécanique, il te change un pneu. Voilà, l'auto est 100% correct. Il n'y avait pas de nuance là. C'est ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Pas de nuance là-dedans, là, c'est clair. Mais avec le corps humain, on ne peut vraiment pas faire ça. Même si on regarde, encore une fois, comme au côté douleur, comme les gens qui ont comme phantom limb pain. Fait que phantom limb pain, ça veut dire que, par exemple, que quelqu'un se fait amputer une jambe, un bras ou une jambe. Puis Les deux. Les deux, c'est genre, Let's go. Ouais. Puis là, you guys are in sync, right? On parle de ça. Vraiment. And not like the boy band. Mais non, sérieux, c'est comme il y a des gens qui manquent une jambe ou deux jambes ou des bras ou whatever, puis ils ont des douleurs dans ces segments-là. Puis comme il n'y a aucun dommage mécanique au segment à cause le segment n'existe plus. Il n'existe plus, c'est ça. Mais les gens ont quand même des douleurs par rapport à ça. Fait que c'est juste un exemple peut-être un peu extrême pour démontrer que c'est juste pas aussi clair qu'une relation cause-effet entre traumatisme mécanique et douleur en présentiel en ce moment. Mais ça, je pense que c'est juste. Oui, c'est un exemple peut-être un petit peu plus extrême, entre guillemets, mais ça reste un très bon exemple pour démontrer que la douleur reste réelle, même si le dommage en tant que tel n'est pas là. Si j'ai l'impression que j'ai une tension au genou puis que j'en ai juste plus de genou, clairement, la douleur, clairement, le dommage, entre guillemets, n'existe pas. J'ai pas un ménisque brisé ou un ligament croisé ou whatever d'endommagé. J'en ai plus. Mais je ressens la douleur pareil. Fait que le côté psychologique va jouer beaucoup là-dedans. Justement. Emotional damage. That's it. Yeah, I mean, it's complicated, right? It's complicated. Puis, tu sais, ils peuvent faire des thérapies avec des miroirs. Puis, il y a beaucoup d'affaires que les gens peuvent faire pour aider les gens à... Wait, what? Yeah, like mirror therapy to kind of like trick your brain. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis que t'es laid. Yeah, exactly. Yeah, it's like the opposite of affirmations. You know? Yeah, you shit on yourself. C'est pour garder ta douleur. Exactly. Yeah, emotional pain. Yeah. Non, mais parce que ça lui rappelle qu'il y en avait des jambes avant, fait que ça lui fait du bien quand même. C'est ça. Yeah, ouais. Fait que, en tout cas, ouais, c'est le genre d'affaires que c'est beaucoup plus complexe qu'on aurait pensé. Puis encore une fois, c'est une bonne affaire. Que ça nous donne beaucoup d'options pour aider du monde. Ça va être, je pense que le titre du podcast, ça va être l'anti-homme drôle. Nice. Sur ce, on avait quand même reçu justement quelques questions par rapport à certains symptômes de douleur que les gens avaient. Fait que je pense que déjà, là, on a quand même bien mis la table sur... On s'entend que c'est beaucoup plus complexe que juste « j'ai mal, voici ce que j'ai ». En même temps, on nous voit juste la moitié. En même temps, on nous voit juste la moitié, fait qu'on ne voit pas la table. Vous ne le voyez pas, mais en ce moment, sur la table, il y a plein de... Non, ouais. Donc, une des questions qu'on s'était fait poser, justement, c'était plus douleur au niveau du genou, durant un leg press ou un hack squat. Est-ce que c'est principalement à cause que les genoux sont faibles? Est-ce que ça corrigerait... Est-ce que ça se corrigerait si on faisait d'autres exercices pour renforcer? Est-ce que c'est la charge qui est trop lourde? Est-ce que c'est complètement autre chose? Fais des mollets!
Oui, mais en fait, c'est difficile à dire. Il manque beaucoup de contexte. Oui, il manque beaucoup de contexte. Mais d'une façon générale, la manière que j'approcherais ça, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire durant l'exercice pour modifier tes symptômes? Par exemple, en poussant avec l'intérieur ou bien l'extérieur du pied, ça va avoir tendance de changer par où viennent les forces à travers du pied et aussi à travers du genou. Puis ça peut mettre un biais sur des régions différentes au niveau du genou, sur des ligaments différents. Puis ça peut modifier les symptômes d'une façon favorable. Donc, par exemple, si les gens ont des douleurs latérales au genou, d'une façon générale, ça a tendance d'être associé à comme des problèmes au plateau tibial, donc la relation entre le plateau tibial et le fémur latéral, ou ça peut être associé au ligament collatéral latéral sur l'extérieur du genou. Puis, par exemple, si cet individu-là a des douleurs latérales au genou, quand le genou rentre en valgus, dans ma tête, d'un côté mécanique, ça ne peut pas être le ligament croisé, pas le ligament croisé, le ligament collatéral latéral, à cause quand on rentre en valgus, le ligament collatéral latéral n'est pas sous tension, vraiment. C'est sur la section latérale du genou. So that ligament is a little bit more slack. Fait que s'il y a un problème à ce ligament-là, ça serait fort probable que ça serait pas provoqué dans une position de valgus, mais que ça serait peut-être au niveau de le plateau tibial latéral. Fait que ce que tu pourrais essayer, c'est que disons que quelqu'un a des problèmes ou des douleurs ou c'est sensible au genou latéral en valgus, essaye l'opposé. Essaye le varus. Sors ton genou. Puis là, ça va changer quelle section du genou puis quels ligaments vont être sous tension plus qu'autres. Puis ça peut modifier les symptômes de l'individu. On peut changer la charge, pas émotif, mais on peut changer la charge. Quoique ça pourrait peut-être aider. Ça pourrait peut-être aider, mais on peut changer la machine. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais non, mais sérieux, all jokes aside, on peut changer la charge de la machine, on peut changer où le pied sur le footplate. On peut le mettre plus haut, on peut le mettre plus bas, plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur. Toutes ces variables-là sont quand même importantes. On peut changer la vitesse. Puis si tout ça ne fonctionne pas, on peut diminuer disons que le leg press fait que le genou est sensible. On peut arrêter le leg press pendant quelques semaines, juste donner le genou un peu de temps pour chiller un peu, puis ensuite, on recommence pour voir comment que le corps répond. On ne l'élimine pas à vie. Là. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est juste prends un petit break. Même affaire comme FODMAP version exercice. Ouais, pense comme si tu as un de tes chums qui te met en crise durant une semaine, puis que tu aimes quand même ce chum-là, bien comme tu vas peut-être arrêter de le revoir pendant quelques semaines, puis ensuite tu vas le réintégrer dans ta vie, peut-être. C'est ça, tu le stabs pas dans le fond d'une forêt. Ben, peut-être, ou peut-être que oui. Or you do. Or you do, yeah. Just don't hold us accountable. But, il y a beaucoup de... Ce n'était pas une recommandation. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que, il y a beaucoup de variables, même là-dedans. Les leg press sont différents aussi. Est-ce que c'est un leg press inversé, comme genre à 45 degrés? Ou est-ce que c'est comme en pendule aussi? Là. Ouais. Yeah. Est-ce que c'est en pendule? Est-ce que c'est un truc comme un leg press où que c'est le banc qui bouge en espace? Tous ces leg press-là sont différents. Fait que ça se peut que sur un leg press, ton genou il aime moins ça pour une raison qu'on ne comprend pas dans le podcast, puis que sur un autre leg press, que ça serait complètement correct. Et si tout ça ne fonctionne pas, la perspective qu'on a tendance d'appliquer, c'est la manière qu'on dit ça en anglais, c'est proximal and distal loading. Donc, si le leg press file un peu moins bon sur le genou, ben, tu peux entraîner, disons, le genou d'une façon proximale, donc avec des exercices de leg curl, leg extension et autres affaires pour améliorer la force et potentiellement les tolérances locales du genou. Et aussi, on peut prendre une approche plus distale ou plus systémique. Donc, quelle articulation est plus bas du genou? Mollet. Les chevilles, les mollets. Fait qu'on peut entraîner le bas de la jambe. Ça se peut que ça l'aide d'une façon favorable. On peut faire de l'entraînement de la hanche, fessier, adducteur, ischio.
le moyen fessier, tout ça, ça peut être potentiellement utile pour un individu. Fait que c'est quand même, il y a beaucoup de variables qu'on peut jouer avec, comme vous pouvez voir. Fait que, Mal aux malheureusement, genoux, c'est pas plus une de réponse glutes. simple. Oui, c'est ça. Mais l'affaire qui est intéressante, juste par rapport à ça, c'est qu'ils ont fait une étude pour les gens qui avaient des douleurs patellofémorales. Mhm. Puis l'hypothèse mécanique était que les gens ont des douleurs patellofémorales à cause que le genou rentre en valgus et le valgus crée un stress latéral sur la rotule. C'était ça l'hypothèse. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont séparé les gens en 3 catégories. Ils les ont séparés dans la catégorie où ils ont entraîné par rapport à leur hypothèse. Ils ont dit, OK, bien, si on entraîne le moyen fessier, les rotateurs comme le piriforme, le carré fémoral et tout, si on entraîne comme les deep hip rotators, glute med, tous les muscles qui vont amener le genou en rotation externe et ou en varus, que ça va aider à diminuer le valgus et en conséquent diminuer la douleur. Puis ça, c'était catégorie 1. Catégorie 2, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, bien, on va entraîner les clients en direction de la dysfonction. Fait qu'au lieu d'entraîner le fessier, on va entraîner les adducteurs qui devraient, par rapport à l'hypothèse, devraient empirer la chose. Ben oui. Et aussi, la 3e catégorie était qu'ils ont fait fuck all. Puis, ce qu'ils ont trouvé, c'est que catégorie 1 et 2, les deux ont amélioré de la même façon. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les 2 catégories sont améliorées en tant que symptômes et que les interventions ont aucunement changé la cinématique, donc, or kinematics en anglais. Ça n'a aucunement changé. Il était où la jambe en espace, mais que ça l'a changé de beaucoup l'intensité de la douleur. OK. Fait que c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que, on ne comprend pas à 100%, OK, c'est quoi la douleur, puis c'est quoi comme la région du cerveau qui s'active pour créer de la douleur. Mais ce qu'on sait, c'est que si on peut trouver une façon d'entraîner le corps d'une façon locale et comme plus proximale et aussi plus distale, et on peut améliorer le fonctionnement humain et aussi comme l'efficacité, self-efficacy, comme on dit en anglais, la confiance en soi, que tout ça, ça a tendance à mener à des changements favorables en tant qu'intensité de la douleur. Puis c'est vraiment, on est comme rendu là. Fait que juste par rapport à comme train your glutes, oui, ça peut être utile, mais la majorité, comme quand on regarde ça d'une façon dans la littérature, ça n'a pas l'air de changer d'une façon importante la mécanique du corps, mais ça fonctionne. C'est ça l'affaire qui est intéressante. Fait que ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile comme intervention, c'est juste qu'on a encore des questions par rapport à le comment. On ne comprend pas pourquoi, mais ça peut But fonctionner. it works. Yeah, 100%. It's the same thing with foam rolling. It's like, ça fonctionne pour quelques personnes. On ne comprend pas nécessairement pourquoi, mais ça a l'air d'être utile des fois. Exact. D'où mon conseil le plus pratique sur la planète. You do you, boubou. You do you, boubou. C'est ça. Le plus pratique sur la planète. That was very humble of you. C'est ça. Yeah. Yeah. Mais tu sais, ça revient à démontrer, puis je pense qu'au moins une fois par semaine ou par 2 semaines, quand je fais des Q&A, je me fais poser une question. Ah, j'ai mal à telle place, qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis comme, fais juste rewind les comme 10-15 dernières minutes du podcast, écoute la réponse complexe qu'on vient de donner à une seule question, et c'est toutes des hypothèses parce qu'il n'y en a aucune là-dedans qu'on peut confirmer sans une évaluation un peu plus intense. Demande-toi pas pourquoi, après ça, je ne suis pas capable de répondre à ta question en Q&A. C'est juste comme, va voir un professionnel. Ça, c'est le 2e conseil le plus pratique de la planète. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Puis la 3e, juste pour ajouter un peu là-dessus, juste pour un dernier point, c'est un des plus gros débats dans le domaine de rehab, c'est, je vais dire en anglais, puis ensuite on peut peut-être traduire, c'est expose or protect. Fait qu'essentiellement, est-ce qu'on est dans une saison, disons, par rapport à la douleur qu'un individu est en train de vivre? Est-ce qu'on est dans une saison où on va faire du progressive overload avec la chose pour la rendre moins sensible, ou est-ce que l'endroit est sensible à cause que ça se fait trop stressé? Fait que là, on va back off pour un peu. Fait que par rapport à si quelqu'un a de la douleur puis écoute au podcast, tu peux te demander, OK, est-ce que je devrais peut-être juste donner cette région-là un petit break pour un peu, pour que ça se calme?
calme les nerfs un peu, puis ensuite, re-expose. Puis c'est une des autres affaires qui est vraiment difficile à savoir sans le contexte particulier d'un individu quand on répond à des questions Q&A dans tes stories ou bien sur un podcast. Mais c'est un autre des gros variables à prendre en considération. Ouais, tu vois, moi, ça m'est arrivé il y a presque 2 ans. J'avais fait une genre de mini-prep de powerlifting pendant 4 mois. Et pendant les 4 mois, j'avais eu mal à l'épaule droite à chaque fois que je faisais n'importe quel press. Puis, mais je le savais que c'était spécifiquement dans les press. Je faisais un bench, je le sentais. Plus je m'en allais bas aussi en termes d'angle, je faisais un dips, je le sentais vraiment. J'étais incapable de faire un dip. Le bench, j'étais correct, mais j'étais incapable d'aller à côté la barre sur mon chest. Comme les derniers degrés, ça ne voulait pas. Puis tu vois, comme suite aux 4 mois de préparation, j'avais pris un break de tout ce qui était pressing. Je les faisais, mais plus comme avec des dumbbells, je trouvais que j'avais une meilleure amplitude de mouvement avec ça, ou des machines qui étaient plus stables. Puis ça a pris un mois ou deux, puis j'avais plus de tension. Fait que je pense que j'avais juste comme accumulé trop de stress. Puis vu que j'étais en préparation pour une date spécifique, je continuais, j'ai pas pris de break. J'étais comme, hey, je vais l'endurer la douleur, puis je vais faire ce que je peux autour en attendant. Fait que j'avais juste comme accumulé trop de stress. Puis là, de prendre un break, ça avait aidé. C'est juste pas le cas pour tout le monde tout le temps non plus. Tu sais. Justement, ouais. Puis Jesse, tu allais dire quelque chose? Mais Simon t'a interrompu comme un... C'est bien correct, comme il fait tout le temps. Comme d'habitude. Mais... J'ai choisi la violence, j'ai pas choisi la paix. Mais c'est une question qui va être vraiment tirée par les cheveux, mais c'est de la douleur. Puis, mais c'est ça. C'est un peu tiré par les cheveux comme question. It's a long shot, mais ce que ça me rappelle, les deux, mettons, options que tu as de expose ou protect, ça me rappelle beaucoup le système nerveux qui est fight or flight. Fait comme le corps, même au niveau de son système nerveux, a comme ces deux options-là. Fait que est-ce que tu pourrais faire un lien entre quelqu'un qui, de nature, va plus aller vers le système fight, aurait plus tendance à ce que la thérapie selon exposure pourrait peut-être fonctionner mieux, puis à l'inverse, quelqu'un qui utilise plus son système nerveux, que sa réaction va plus être flight, que peut-être de retirer la douleur pourrait être la première approche, mettons, à faire? En fait, ou ça n'aurait aucun rapport? C'est une question vraiment intéressante. Puis je vais dire non. OK. Je vais dire non, mais moi, je dirais ça donc. C'est pas que quelqu'un qui est fight va répondre mieux à expose. Et c'est pas nécessairement que flight va répondre mieux à protect. Mais ce que je dirais, c'est que, en fait, à mon avis, souvent, c'est l'opposé. Fait que souvent, les personnes qui sont fight, les gens qui sont comme genre, OK, quelque chose fait mal, so fuck this, push, souvent, eux autres, ils ont tendance de loader un peu trop. Puis souvent, les personnes qui ont tendance de, disons qu'il y a de quoi qui fait mal, puis ils ont tendance de, peut-être, ils ont un peu plus peur, peut-être sont un peu plus anxieux, puis ils ont tendance d'éviter de stresser le corps, bien pour eux, à un certain point, d'éviter de loader le corps, ça peut être néfaste aussi. Fait que ça serait de créer un certain montant de confort avec la sensibilité pour eux, pour normaliser un peu de discomfort par rapport à l'exercice puis non-noxious loading. C'est fou intéressant. Je dirais qu'il y a une relation, mais c'est un peu différent de ce que de ce que tu avais mentionné auparavant. Oui, mais ça fait vraiment du sens en fait. Puis encore une fois, Greg, dont j'ai parlé avant, lui, il parle de ça endurance versus avoidant copers. So how do people cope? Do they avoid or do they smash through? Souvent, ceux qui smash through, des fois, ils ont besoin de back off un peu, puis c'est l'opposé pour l'autre catégorie. Exact. Très cool. Ouais. Nice. Ouais. Fait que, ce qui nous mène à notre prochaine question, on va avoir le même genre de discours parce que celle-là est encore plus vague que la première. Sérieux, tu aurais pu forcer. Excuse-moi, je t'aime. Merci de participer. Tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai mal à l'épaule quand je fais des exercices au-dessus des épaules? Fait que tout ce qui est, je présume, overhead press, des affaires comme ça. Oui. Bien, je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Peut-être qu'ils font trop d'exercices dans ces positions-là, puis l'articulation est juste irritée. Fait que ça serait de juste back off
pour un peu, ou bien change le plan dans lequel on bouge. Comme par exemple, si on fait un press, au lieu de toujours faire un press où que l'humérus bouge plus dans le plan frontal, peut-être on essaie de faire un press qui est plus sagittal ish, puis que peut-être ça l'aiderait à modifier les symptômes tout en leur donnant l'option d'entraîner un overhead press, disons. Ça, c'est une affaire que j'ai faite avec plusieurs personnes. Là, au lieu de leur faire exemple, un shoulder press complètement parallèle, on les incline légèrement. Oui, on rentre le coude légèrement vers l'intérieur. Ils n'ont plus aucun symptôme. Puis des fois, c'est pas nécessairement qu'il y a encore une fois, c'est pas nécessairement parce qu'il y a un symptôme de douleur qu'il y a du dommage ou du dégât ou peu importe. Des fois, c'est juste, hey, cette amplitude-là, tu ne l'as pas. On va modifier le mouvement pour que tu sois capable d'aller chercher une amplitude qui est plus confortable pour toi, and that's okay. Yeah, modify. Modify. Tu changes ça par 10 degrés en changeant l'angle du banc ou bien changeant l'orientation de l'humérus. Pas l'orientation sexuelle, Lee, mais l'orientation en tant que... On est en 2023, on ne sait jamais. Ça se peut. But, tout ça, c'est super important. Puis ça peut être vraiment, vraiment utile juste de modifier les symptômes avec tous les outils qu'on a. Mais aussi, comme tu sais, il y a du monde qui manque un certain montant de flexion au niveau de l'épaule, comme même sans avoir sans haltère, si tu leur demandes d'amener leurs bras par-dessus la tête, des fois, les gens sont pas capables. Fait qu'il manque de l'amplitude au niveau de l'articulation glénomérale et aussi de la région scapulaire et ou même de la région thoracique, who knows. Mais bref, s'ils ne sont pas capables d'amener les bras en haut de la tête, puis qu'ils se forcent à faire un overhead press très strict avec un haltère quelconque ou un barbell, un dumbbell, whatever. Si tu es en train de te forcer dans une amplitude dans laquelle que ton corps a de la difficulté d'avoir accès, on s'entend, ça pourrait irriter la chose. Puis ça s'applique non seulement aux épaules, mais aussi à la colonne vertébrale, les genoux, toute autre articulation. J'espère que ça répond à la question. Malheureusement, c'est très difficile à répondre, mais bref, si tu es capable de trouver des façons de modifier tes symptômes, comme Simon a dit, peut-être changer l'angle du banc ou bien changer l'orientation de l'humérus en espace, ça pourrait être quand même, fais ça pour quelques semaines pour voir, puis ensuite, essaie de réintégrer le vieux mouvement qui était sensibilisé. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu quand même relativement souvent. Quand j'amène des clients dans le gym pour tester des mouvements, je les regarde faire un shoulder press vraiment comme parallèle, perpendiculaire au sol le plus possible. Puis tu les regardes, puis les bras montent jusqu'à peut-être 70-75 degrés. Ils ne sont jamais capables d'aller chercher un 90 complet. Après ça, tu répètes. Déjà, le mouvement n'a pas l'air confortable sans poids. Après ça, tu leur mets des poids dans les mains, puis des fois, ils s'entêtent à garder le même mouvement en continuant d'augmenter les charges de semaine en semaine, de mois en mois. Mais là, tu fais juste rajouter de plus en plus de charges dans un mouvement qui est déjà pas fait pour être fait dans cette amplitude-là. Fait que ça, c'est justement d'avoir quelqu'un pour regarder ton mouvement, s'assurer que tu le fais comme il faut, voir si ton amplitude est bonne. Ça peut être pertinent parce que le nombre de personnes que j'ai vu faire ça, que je leur ai dit, OK, on va juste incliner de comme 15 degrés et soudainement, tout se passe bien. Justement. En fait, il y a un monsieur avec qui que je travaille en ce moment qui était comme, mon épaule gauche, ça va mal, je ne suis pas capable de faire des overhead press. Puis on a regardé son amplitude de mouvement. Puis en ce moment, en fait, c'était pas en ce moment, c'était il y a quelques semaines de ça, là, ça fait à peu près un mois. Il y avait peut-être, disons que 0 degré, c'est d'avoir les bras aux côtés du corps, puis 180, c'est d'avoir les bras complètement en haut de la tête. Lui, il y avait comme, dans le plan sagittal, il y avait peut-être comme 160, fait qu'il manquait comme un 20-25 degrés au top. Fait qu'on a tout simplement, on a changé l'angle du banc. Il a fait ça pendant quelques semaines. Puis ensuite, on a fait un retest de son épaule il y a quelques semaines après, puis il avait retrouvé son 180 degrés. Voilà. Puis, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de piss off l'épaule pendant quelques semaines. On a trouvé des affaires qu'il pouvait faire. Puis ensuite, on a fait un retest. Puis son amplitude de mouvement actif s'est améliorée. Pourquoi? On ne le sait pas, mais il sent beaucoup mieux dans sa peau. Et si ton problème prend un 10-15 degrés pour être confortable, là, pas un gros problème. Oui, puis encore là, demande-toi pourquoi tu le fais aussi. Est-ce que tu fais ça parce que tu veux faire du overhead press, parce que tu veux développer tes épaules, tu veux faire de l'hypertrophie, ou est-ce que tu le fais parce que tu t'en vas faire de l'haltérophilie, que tu as besoin d'avoir une super grande mobilité au niveau de l'épaule? Parce que si tu veux absolument faire
de l'haltérophilie, dans tous les cas, tu n'auras pas le choix de peut-être faire un step back puis de travailler là-dessus parce que tu vas juste finir par te blesser. Ben oui. Oui, tu peux pas faire ton. Non, c'est ça. Tu ne feras jamais un snatch si ta mobilité d'épaule est atroce. Là. Mais si tu le fais dans un contexte d'hypertrophie, encore là, ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu aies tant d'amplitude que ça aussi? Peut-être que d'aller trouver une alternative plus facile pour toi, ça pourrait être parfaitement correct aussi. Les plus gros bodybuilders que j'ai vus dans ma vie ont des amplitudes de marde. Exact. Ils sont même pas capables de swiper le cul. Là, fait que, ouais, c'est ça. Fait que, c'est vraiment important de définir l'objectif et c'est dérivé de l'objectif du client et aussi de leur capacité qu'on fait des décisions, qu'on prend des décisions par rapport à l'exécution. Comme tu n'as pas besoin de faire un overhead press pour avoir des épaules massifs. Mais non. Puis d'aller de 180 degrés de flexion de l'épaule à 160. Si 160 te donne accès à un overhead press qui on ne va pas chier tes épaules, c'est peut-être une bonne idée. Ouais. C'est ça. En même temps, je trouve que c'est pour ça que c'est important de définir c'est quoi tes objectifs par rapport à ton entraînement, que ce soit au niveau de ta prise de masse musculaire ou est-ce que justement tu commences à prendre un peu d'âge puis tu veux t'assurer que ta santé aille bien, tes articulations continuent bien aller parce que ça va être des types d'entraînement relativement similaires, mais quand même avec des petits tweaks un peu différents, parce que, comme on dit, si tu veux juste être le plus gros humain sur Terre, ta mobilité, on n'en a pas grand-chose à faire, quand même que tu n'es pas capable de déménager tes boîtes parce que tu n'as pas la mobilité de faire ça de même. Si toi, ça ne te dérange pas, go for it, on va vraiment juste faire des exercices qui sont spécifiques pour toi, pour que tu prennes de la masse puis de la titre. Après ça, quand on dit justement le mot fonctionnel, si ton but, c'est d'améliorer ta santé comme autant musculaire que tes articulations et tout, puis être capable de continuer de faire des activités au quotidien parce que tu vieillis puis tu ne veux pas que ça te limite dans tes mouvements, bien, ça va être autre chose. Fait que c'est important que tu définisses c'est quoi tu veux à partir de ton entraînement parce qu'un peut aller comme il peut ne pas aller sans l'autre. Ouais. C'est ce que je trouve cool aussi du bodybuilding, c'est pas comme le powerlifting ou l'haltérophilie que tu as des mouvements très spécifiques à suivre. Le bodybuilding, il y a un fuck ton de mouvements que tu peux faire qui vont te donner des résultats très, très similaires. Fait que s'il y en a un là-dedans qui ne fit vraiment pas et qui te fait mal, mais tu as le droit de le remplacer pour un autre puis c'est pas grave. C'est ça. Justement. Puis, tu sais, comme l'adhérence à un programme, c'est vraiment l'affaire qui est comme le plus important quand ça vient à comme genre des résultats à long terme. Tu sais, comme tu as beau à t'entraîner super fort pour un workout, mais si tu es massacré pendant 3 semaines, comparé à, disons, quelqu'un qui peut s'entraîner d'une façon peut-être plus, pas plus intelligent, mais plus comme tailored à leur capacité, puis sont capables d'accumuler 4 fois le volume à l'intérieur du même montant de temps. Tu sais, ça vont probablement mieux aller, eux autres, leurs résultats que l'individu qui est toujours en douleur à cause qu'il pense qu'il devrait faire un certain mouvement. Là, c'est Christian Thibodeau que j'avais vu à un moment donné parler qu'il y avait eu un client en prep pour une compétition bodybuilding. Puis ce client-là, il était un peu plus, je vais dire, avancé en âge, très relativement parlant, là, mais c'était pas un gars de 20 ans. Là. Il y avait comme dans la quarantaine peut-être. Puis je pensais que tu allais dire 35 ans. J'étais comme fuck you, Simon. Non, mais tu sais, comme souvent. Un vieux avancé. Un vieux avancé de 35 ans. Ça va plus être dans la vingtaine, début trentaine, disons. Là. Ouais. Fait que, disons plus quarantaine, il me semble. Je pourrais me tromper, là, mais bref. Puis, dans le fond, il y avait vraiment 35. Oui, c'est ça, finalement. Mais il disait que ce gars-là, il avait des douleurs aux genoux incroyables, telles qu'il était incapable de faire aucun exercice de jambes autre. Tu sais, un leg extension, un leg press, un hack squat, un split squat, whatever, il n'y avait rien à faire. Le seul exercice qui fonctionnait pour ses quads, du moins, le seul exercice qui fonctionnait pour ses quads sans lui causer de douleur aux genoux, c'était des sled push, des sled pulls. Fait il lui faisait faire des super heavy sled push ou sled pulls, tu sais, comme sur un turf là, avec un sled, mettait du poids dessus, il le faisait pousser et ou tirer. Ou des fois, il faisait des phases avec plus haut volume où est-ce qu'il faisait plus léger, mais on essaie de le faire plus rapide, un peu plus longtemps et tout. Puis il disait, finalement, sur stage, c'était probablement le gars avec les meilleurs quads. That's interesting. That's really interesting. Fait qu'on s'entend, c'est très, très, très unconventional comme méthode d'hypertrophie de faire du sled push, sled pull, mais à un moment donné, il a fait avec ce que son client pouvait faire. Ouais. Puis justement, il n'a pas dit, ben je m'excuse, tu n'es pas capable de faire des hack squats et du leg extension, tu n'auras pas de quad. Il a trouvé une façon de, comme tu dis, tailor un peu le plan d'entraînement autour de son client pour essayer de quand même lui donner les résultats qu'il voulait. T'sais.
Oui, c'est ça. Puis comme tu sais, quand on comprend que les muscles tels quels savent pas quel exercice qu'on fait, là, comme tes quads ne savent pas que tu fais un leg extension ou un squat, they just pull. Right? Fait que quand on comprend ce concept-là, quand on comprend l'anatomie, puis la direction des muscles, puis les degrés d'amplitude disponibles à nos articulations, on peut créer des solutions vraiment spécifiques à nos personnes. Tu sais, ça nous donne beaucoup d'options. C'est pour ça, comme éducateur, mon focus principal pour mes étudiants, c'est pas leur entraîner, pardon, mais de parler de toutes les variables qui ont toujours été présentes dans leur problem solving pour qu'on puisse, en étant vraiment, en sachant c'est quoi les variables qui ont toujours été présentes, on peut là, quand on fait face à une situation qui est peut-être plus difficile ou que ça prend un peu de outside of the box thinking, on comprend les variables puis en comprenant les variables, on peut mieux les manipuler pour créer des situations vraiment tailored. Je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais vraiment custom pour nos clients. C'est ça. Ouais. So it's really empowering. Very, very empowering. C'est pour ça que tout entraîneur devrait être quand même assez sharp en anatomie. Oui, exact. Puis ça revient au fait de justement essayer de limiter les biais émotifs le plus possible aussi, parce que il y en aurait beaucoup qui auraient fait comme moi, je peux pas te faire de hack squat, je peux pas te faire de leg extension ou whatever. Yeah, je m'excuse, tu n'auras pas de gros quad. C'est ça. C'est tout. C'est sur ta vie. It is what it is. C'est ça. Mais ultimement, c'est pour ça que moi aussi, puis je pense qu'on en a tous quand même jusqu'à un certain degré, là, des biais émotifs. Si tu penses que tu n'en as pas, c'est juste parce que tu ne les as pas dit à voix haute encore. C'est un bon point. Je pense que dans la mesure du possible, on devrait essayer de les limiter le plus possible parce que justement, c'est ultimement, tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour la personne qui vient te voir, right? La personne vient te voir parce qu'elle a des douleurs, parce qu'elle veut un outcome quelconque en termes d'hypertrophie, de perte de gras, de whatever. Ultimement, c'est sa satisfaction à cette personne-là que tu veux. Fait que de te dire je veux absolument que tu le fasses à ma manière importe beaucoup moins que je veux que tu aies les résultats que tu veux. Justement, ça, c'est l'ego. C'est une question vraiment importante, puis j'adore que tu as soulevé ça. C'est se demander, OK, c'est pour qui que je fais ça? Puis put yourself aside for a moment, check yourself, puis prends tes décisions exclusivement pour le client. Puis les clients vont ressentir ça, à mon avis. They for sure feel it. They can feel the difference. Quand tu fais des décisions qui sont vraiment motivées par, disons, tes priorités, comparé à comme mettre le client ou faire le client le priorité. Ça fait du sens. Là. Ouais. Encore une fois, la chorale ici. C'est ça. Sinon, dernière question qu'on s'était fait poser aussi, peut-être un petit peu plus au niveau du cou. Donc, marqué étirement musculaire au niveau de mon trapèze ou de mon cou. Mon coach m'avait dit que ça arrive à d'autres aussi. Effet douleur style torticolis. Pas lié à un exercice spécifique, mais ça arrive aux 2-3 mois, blessé pendant quelques jours. Est-ce qu'on devrait consulter un physio, un ergo? Merci. Donc, des douleurs au genou, au cou, pardon, genre torticolis un peu? Ouais. Ça arrive à chaque 3 semaines? Si je peux l'expliquer, parce que j'aurais pu poser cette question-là, simple. Mais mettons, ça te part genre de pratiquement au haut de la tête, puis ça te barre jusque comme dans le milieu du dos d'un bord ou de l'autre. Fait que, mettons, exemple, tu essaies de bouger d'un bord, c'est comme un torticolis, t'as bloqué, puis t'as comme un influx nerveux vraiment désagréable contre un choc électrique. Fait que t'es barré. Puis la question, c'est genre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs symptômes, c'est ça? Améliorer ou prévenir. Améliorer ou prévenir, ou quelle personne qui pourrait consulter pour avoir peut-être une évaluation un petit peu plus spécifique. Oui, je pense que c'est une bonne question. Puis je pense que les concepts sont les mêmes, mais peut-être un peu différents. Tout simplement à cause du cou, je pense qu'il y a des relations différentes avec autres structures, comme par exemple les yeux. Par rapport au fonctionnement du cou, de ce que je comprends, c'est quand même assez important. Fait que si quelqu'un a des problèmes oculomoteurs, faire des exercices pour les yeux, ça peut être utile. Puis même ça s'applique. Moteur, ça n'a pas rapport avec tes myopes ou genre tes... Non, ça serait plus comme genre le contrôle moteur de l'œil. Okay. Ça peut jouer quand même un rôle quand même assez important quand c'est bien à la colonne vertébrale. Donc, non seulement
cervicale, mais thoracique, lombaire, etc. Et aussi sur le restant du corps. Mais de ce que je comprends, il y a quand même une relation assez intime entre les yeux et le cou. Potentiellement système vestibulaire aussi, le cou. Ça, c'est une affaire que je voulais mentionner. L'autre affaire, ça serait, est-ce qu'il y a des trucs, genre, plus ou moins comme ergo dans ta vie qui n'arrêtent pas de juste piss off ton cou? Comme par exemple, si je te demanderais de t'asseoir rigide, comme fucking rigide, est-ce que tu penses qu'après un certain montant de temps, ton bas du dos ou bien la région thoracique serait comme fatigué ou bien irrité? Probablement. Moi, je suis pas mal sûr que oui. Éventuellement. Tu sais, Oui. comme pendant 10 secondes, peut-être pas, mais si je te demande de rester immobile pendant 3 heures, tu serais peut-être moins content. Si j'aurais gun to the head, puis ça serait non, il faut que tu restes là pendant 24 heures or else, you do it, mais comme, ouais, tu serais mort. Mais, tu sais, ça serait beaucoup moins le fun. La raison pour laquelle. J'ai plusieurs shows de musique où est-ce que je devais être debout pendant comme 3-4, des fois, mettons 3-4 heures back-to-back. Ouais. Quand le show finit, j'ai hâte de m'asseoir. À un moment donné. Même tout à l'heure, j'ai rencontré un de mes vieux clients, puis on était à l'extérieur pendant quelques minutes, puis tu sais, j'étais immobile. 35 ans. Puis là, ouais, c'est un vieux de 38 ans. Puis, tu sais, comme je marquais que, tu sais, comme, OK, mes pieds commencent à faire mal, puis comme je shiftais ma posture de gauche à droite, puis, tu sais, il y avait des variations au niveau des stress qui étaient faites en grande partie inconsciemment pour, tu sais, rendre ça plus tolérable. Donc, la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que est-ce qu'il y a des stress réguliers ou régulières qui se font imposer sur le cou? Du coup, sur le cou, quoi. Donc, ça serait. Ça serait quelque chose à regarder. Aussi, l'autre affaire, c'est est-ce qu'il y a eu des blessures dans cette région-là auparavant? Puis, est-ce que c'est possible que la sensibilité qu'on a, disons, à une région quelconque du cou est en partie ancrée à une vieille blessure? Puis ce que je veux dire par ça, c'est que en réponse à des vieilles blessures, le corps s'adapte au niveau des tissus, mais aussi le corps s'adapte au niveau de la sensibilité du système nerveux. Fait que souvent, ce qui arrive, une adaptation normale. Puis ce qu'on veut, c'est que le corps va être moins tolérant à des stress pendant un petit bout dans des endroits qui ont vécu des traumatismes. Et ce qui peut arriver, c'est que disons qu'il y a de quoi qui est arrivé, puis là, le cou est juste peut-être la sensibilité qui a été faite d'une façon immédiatement après la blessure ne s'est pas faite. Il n'y a pas eu comme une récalibration à comme un état normal. So like the sensitivity has remained. Does that kind of make sense? Oui. Ouais. Fait que c'est de là que l'exercice peut être vraiment utile. OK, disons que le cou côté gauche, comme tu as pointé, Jesse, est un peu gossant. Fait que peut-être on peut faire des exercices pour le cou. Du loading vraiment spécifique, puis peut-être ça l'aiderait à diminuer la sensibilité ou la sensitivity of the neck. So, ouais. Encore une fois, c'est très difficile. Il faudrait vraiment avoir un intake quand même assez profond, mais je pense pour moi, je regarderais est-ce qu'il y a de quoi qui piss off ton cou de façon régulière, puis aussi est-ce qu'il y a autre blessure qu'on peut peut-être prendre en considération qui informerait peut-être pourquoi que tu as mal. Et si ça ne fonctionne pas, ou bien si je vois autres affaires qui sont comme OK, peut-être on devrait regarder autres systèmes dans le corps avec qui moi je ne suis vraiment pas apte à travailler avec, c'est là que je vais donner une référence à un autre professionnel. Genre, tu les deux procèdes. Genre, est-ce que quand tu me regardes, tu es comme ça? C'est ça. Non, mais tu sais, sérieux, puis tu sais, comme il y a des thérapies que je sais que vous connaissez quand même très bien, comme des affaires comme la posturo, des affaires de même, puis ça peut être très utile. Moi, c'est mon ostéo qui me répond tout le temps. Oui, mais comme, tu sais, le problème avec n'importe laquelle thérapie, c'est de dire que c'est la meilleure affaire sur la planète Terre. Puis, je pense que n'importe quel thérapeute qui est vraiment honnête va dire oui, ce que je fais est puissant pour certaines personnes, puis pour autres personnes, ça fucking fonctionne pas. And that's okay. Ça ne veut pas dire que c'est pas crédible comme thérapie, c'est juste que c'est comme toute autre thérapie, puis que ça dépend de la personne. Puis c'est complexe la chose. Oui, puis ça revient à un moment donné à, tu en avais parlé, je pense, la méthode ou la thérapie qui va être la plus efficace la plupart du temps, ça va être celle en laquelle la personne va croire. C'est ça. Ça peut être. Ça peut pas nécessairement, mais ça peut être exact. Fait que si
on a, disons, un fuck ton de littérature pour démontrer que telle méthode fonctionne super bien, mais que la personne croit vraiment en une autre, puis elle ne croit pas tant parce qu'elle a déjà eu une mauvaise expérience ou elle connaît quelqu'un qui a une mauvaise expérience avec celle-là, ben, peut-être que ça va jouer, puis finalement, l'autre va être meilleur. Justement. Ouais. Puis comme tu sais, avez-vous déjà eu, disons que tu avais une douleur quelque part dans le corps? Je te confirme que j'ai déjà eu des douleurs. As-tu déjà reçu genre de la massothérapie puis que ça l'a aidé? Oui. OK. As-tu déjà travaillé avec un client pour qui que eux autres sont allés faire de la masso puis ça s'est rempiré? Mm-hmm. Ouais. Non, Moi, ça m'est arrivé, je sais pas, au moins 10 fois dans ma carrière que quelqu'un avait des douleurs, sont allés voir un masso pour comme, tu sais, faire un release musculaire. Ouais. Puis là, next thing you know, sont encore plus de douleurs. Puis ça ne veut pas dire que la masso, que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que le thérapeute était négligent. Non. Nécessairement. Des fois, oui. Mais ça veut juste dire que comme on ne peut pas toujours prédire quelle thérapie qu'un client va bien répondre à. On peut prendre comme des guesses éduqués, là, mais ouais. Comme je pense que ça fait quasiment 1h30 qu'on dit quasiment la même affaire en repeat. C'est que il y a beaucoup de variables qui informent l'expérience subjective, le phénomène de la douleur. Puis il faut garder l'esprit ouvert, puis il faut essayer beaucoup d'affaires. Puis it really starts with a good history. Puis souvent, quand on prend comme le intake du client, quand on demande beaucoup de questions, souvent, il y a des on peut avoir des idées par rapport à peut-être où commencer dans l'historique. Non, ça fait un beau tour du chapeau, ça. Un beau tour du chapeau. Ouais. Let's go. Cool. C'est pas ça l'expression? Un tour du chapeau, c'est quand tu scores 3 buts dans le même game. C'est ça. OK. Un petit hat-trick? Ouais, c'est ça. Fait que c'était nos 3 questions. On pourrait peut-être finir juste avec une note un petit peu plus biomécanique, juste pour montrer qu'on ne fait pas juste du pain science non plus. Sure. On en a eu une question justement plus biomécanique, donc pas douleur-related, plus biomécanique, un pull-around. Fait que l'exercice que coach Kassem Hansen a inventé, entre guillemets, je suis pas sûr que c'est lui qui a inventé cet exercice-là. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Kassem Hansen, qui est un des coachs fondateurs de NR Éducation, il a réinventé un exercice pour spécifiquement les lats, donc le grand dorsal. C'est comme un row, mais sur le côté. Comme un row. Par un row, tu veux dire. C'est un gros row. C'est ça, exact. C'est un row sur le côté. Toute variation de row ou de pull-down. Donc, au lieu de la faire directement d'avant-arrière, on la fait en croisant le bras un peu plus à travers le corps pour... La théorie, c'est que ça vient étirer les lattes un peu plus. Fait est-ce que la question, c'est est-ce que ça permet vraiment de mettre le lat dans une position qui est plus étirée? Je pense qu'on pourrait même la pousser plus loin à savoir est-ce que ça permet de le mettre dans une position étirée? Et si oui, est-ce que le lat est quand même dans un avantage mécanique pour créer assez de tension à cette amplitude-là aussi? Oui, mais c'est toujours, ces questions-là sont toujours plus faciles à répondre dans une salle en personne avec des élastiques ou whatever. Mais ce que je dirais, ça serait si comme on dit en anglais, si on equate, fait que si on fait une équivalence d'un certain montant de flexion de l'épaule, puis la seule différence, c'est pour personne A, flexion de l'épaule arrive exclusivement dans, disons, le plan sagittal. Et que pour personne 2, l'épaule est en flexion à un certain degré et aussi qu'il y a plus d'adduction horizontale, je dirais que oui, le grand dorsal serait plus étiré dans position B, for sure. Puis ça, c'est à cause de la présence de la cage thoracique. You kind of have to wrap around it. Fait que je dirais que oui. L'affaire mécanique, le concept de mechanical advantage ou avantage mécanique, c'est un terme qui est lancé souvent. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être important de le définir. Avantage mécanique ou mechanical advantage, ça fait référence au bras de moment, au bras de résistance. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français pour être sûr. Je pense que Frank nous en parlait la semaine passée, puis ça a l'air que le terme officiel, c'est vraiment bras de moment, parce que bras de résistance, je ne pense pas que c'est un actual term. Le mot meneur.
Ouais, yeah, c'est ça. yeah. So moment arm in English, Ouais. which isn't the same as lever arm. I mean, souvent, those two things are equated, but they're not the same thing. So mechanical advantage ou l'avantage mécanique, ça fait référence à la longueur du bras de moment Ouais. Le moment. interne du rang dorsal. Ou bien à cause que c'est ce muscle-là dont on parle. Mais si on parlerait du pec, ça serait le bras de moment interne du pec dans un plan quelconque qui nous intéresse. Et donc, l'affaire qui est intéressante ou bien ce qui est important avec le lat, c'est que le lat n'a pas qu'un bras de moment à l'articulation gléno-humérale. Puis les gens, souvent, ils focusent sur l'articulation gléno-humérale. Mais le grand dorsal aussi, es-tu correct, Lee? Ton œil a fait un twitch. Okay. Le Il est grand en train de dorsal, court-circuiter à côté. J'ai un singe qui tape des cymbales dans mon cerveau en ce moment. C'est ça. That's a really good visual, actually. Ça serait un bon tattoo pour toi, je pense. Mais c'est ça, ouais. Fait que le grand dorsal, donc les fibres iliaques, donc plus verticales et ou latérales qui s'attachent de l'humérus vers la crête iliaque, et aussi les fibres lombaires et aussi les fibres plus horizontales qui s'attachent à la région thoracique. Tous ces fibres-là qui s'attachent à l'humérus ont aussi un bras de moment à l'articulation sternoclaviculaire aussi. Ouais. Puis c'est en grande partie cette articulation-là que le mouvement scapulo-thoracique arrive. Hey, là, on en shoot des termes que plein de gens vont être comme le quoi? Le quoi? Fait que si vous regardez, fait que si vous regardez le vidéo, si vous trouvez votre clavicule, puis vous suivez la clavicule vers le sternum. Regardez, Étienne se dénude. C'est ça. Fait que si tu suis la clavicule vers le sternum, il y a une articulation ici. Fait que même pour vous autres, si vous mettez 2 doigts à la jonction de la clavicule et du sternum et que vous bougez votre épaule en espace, vous allez ressentir que la clavicule, qu'il y a un certain mouvement en bas de tes 2 doigts. Puis on peut pas séparer le mouvement scapulo-thoracique de le mouvement sternoclaviculaire, à moins que quelqu'un manque une clavicule puis que toutes ces os-là sont partis. Puis j'ai travaillé avec un client de même aussi, on va parler de ça peut-être un autre jour. Ah oui, mais clairement. Quand on a plus de temps. Mais bref, fait que quand on monte vraiment très haut, oui, c'est vrai que le bras de moment interne du grand dorsal. Le bras de moment. Yeah, I keep forgetting what the actual term is, but le bras de moment et ou bras de résistance, tout dépendant de flavor of the month and how you want to say it. Je pense que c'est vrai que son bras de moment interne va diminuer le plus que le bras va aller vers le haut. Mais ce qu'on manque là aussi, c'est qu'il y a aussi l'autre bras de moment à l'articulation sternoclaviculaire. Et c'est de là aussi que le grand dorsal a la capacité de créer d'une façon concentrique la dépression et aussi la rétraction scapulaire. Fait que même s'il manque un bras de moment interne à l'articulation gléno-humérale, il y a aussi une autre articulation qui est quand même très importante. Puis encore une fois, the lat doesn't know whether or not we're focusing on the GH joint ou l'autre, it just pulls under external resistance. Puis tu ne peux pas me dire que quand le bras est vers le haut, puis quand on fait une dépression scapulaire, tu ne peux pas me dire que le grand dorsal ne fait pas une contraction dans cette position-là. Comme that has no bearing in reality for me. Ah ouais. So, moi, je dirais, je dirais que oui. Je pense que ça pourrait être très utile. Parce que oui, ça nous donne une plus grande longueur au niveau du muscle. Puis même si le lat perd son bras de moment interne en haut à l'articulation gléno-humérale, il y en a quand même un à l'articulation sternoclaviculaire, pardon. Fait que ça serait ma réponse à ça. Mais ça ne veut pas dire que. Puis on sait qu'entraîner des muscles à des longueurs ou des positions plus éthériques, ça peut être. Ça a l'air d'être favorable ou bien utile. Du moins pour certains groupes musculaires, je sais que ça. On a l'air
d'avoir tendance à dire que ça l'est plus pour certains, moins pour d'autres. Là. C'est comme pas clair encore. Justement, c'est ça. Ben, c'est pour ça, c'est comme ça a l'air d'être important. Fait que, tu sais, c'est un mécanisme qui a l'air d'être important. Fait que je dirais que oui, ça pourrait être utile comme exercice. Puis, ouais, ça serait ça ma réponse. Cool. Puis, tu sais, je pense que ça peut être cool. Puis, tu sais, encore une fois, on parlait de l'adhérence. Fait que si quelqu'un aime fucking ça, le pull-around, Ouais. pour X raisons, vas-y fort, puis Pull-around. entraîne pull-around. Puis, tu sais, load it progressively over time, recover, and you'll probably do really well. Mais à un aussi, moment donné, je pense que comme n'importe quoi, que ça soit le meilleur exercice ou pas, si tu es capable de passer de 50 livres sur ton pull-around à 100, il va y avoir une adaptation qui va se faire à un moment donné. yeah, it's the same thing with pull-ups. Comme il y a du monde, comme tu sais, you can get big ass lats with pull-ups too. Comme si tu penses pas que c'est possible, comme regarde à chaque personne qui fait de l'escalade. Ouais. Comme You're gonna have forearms too. ouais, c'est ça, right? So it's, it's just ouais. That's it. Cool. Cool. Fait que je pense que ça wrap bien l'épisode d'aujourd'hui. Là, on doit être à peu près à 3 heures de podcast C'est aussi. ça. Fait que on a quand même fait un gros segment Pain Science aussi. Là. J'espère qu'il y a du monde qui vont écouter, qui vont peut-être avoir une meilleure idée que justement, c'est beaucoup plus complexe que juste symptômes égale dommage. Et donc, il y a clairement une affaire bien spécifique qu'il faut faire. C'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'on a peut-être fait un bon petit segue justement vers le côté plus biomécanique qu'on pourra peut-être voir dans un autre podcast, peut-être un petit peu plus en détail aussi, mais de voir à quel point justement, même la biomécanique de mouvement, ça peut être super complexe, puis de voir pourquoi est-ce qu'un exercice pourrait peut-être être meilleur qu'un autre, ou du moins pas meilleur, mais nécessairement plus adapté selon le contexte. Étienne, t'es down de faire d'autres podcasts? Sure, let's do it. Cool. Yeah, we'll break the internet. Yeah. Oui, mais comme littéralement, c'est vraiment parce que notre Wi-Fi a sauté. Oui. C'est pas parce qu'on va montrer notre cul comme Kardashian. Ben. Or will we? Or will we? On va amener Nick. Stick around and find out. C'est ça, c'est ça. Fait que, Étienne, si on voulait te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, je sais que tu donnes du mentorat, tu donnes des formations aussi. Où est-ce qu'on te suit? Ouais. L'heure de te plugger. Oui, fait que je dirais sur les réseaux sociaux, la page Instagram pour The Exercise Mechanic, c'est The Exercise Mechanic. Puis c'est là-dessus, je parle de toujours les cours que je vais offrir. En fait, j'ai un webinaire gratuit que je vais donner dans début, on est en mois de mai, fait que début juin, je vais donner un webinaire sur la mécanique de la colonne vertébrale pour les entraîneurs, puis rendre ça quand même simple puis applicable, parce que des fois, la colonne, ça peut être quand même assez intimidant, on s'entend. Fait que ça va être, l'objectif, ça va être de démystifier la chose. Ça va être un webinaire gratuit. Fait que si les entraîneurs qui écoutent à ton podcast veulent s'enregistrer pour ça, je peux vous envoyer le lien, ça me ferait un plaisir. Ah ouais. Il y a aussi le site web www.theexercisemechanic.com. J'ai aussi un OnlyFans. C'est une page où il y a juste des fans. Oui. Ah, ouais, c'est ça. Only Nothing fans. but fans. Yeah, fans. And a few feet pics, and that's about it. Nice. Mais ouais, je dirais que ça serait ça. Ça serait la page Instagram de The Exercise Mechanic, puis le site web. Puis j'ai un newsletter que je ne suis pas super consistant avec, régulier avec, mais j'essaie de m'améliorer aussi. Fait que ça serait ça. Très cool. Ben, merci encore, Étienne, de t'être déplacé dans ton salon. En fait, de nous avoir reçus sur ton Zoom pour qu'on puisse faire ça en ligne. Sur mon divan. Oui, c'est ça. Étienne, si tu avais un mot de la fin, juste un. Juste un mot? Juste un mot. On a déjà eu nuditeur puis cocaine. Fait. On a eu Gorgoton aussi. Oui. Juste un mot. Un mot. Ah, c'est difficile. Acétylcholine. C'est bon, j'aime ça. Acétylcholine. En fait, c'est drôle. Un de mes profs d'université, elle était arabe, la madame, puis la manière qu'elle disait ça, c'était tellement hot. Comment qu'elle disait acetylcholine?
Oh my God, it gave me the chills every single time. Fait que c'est rendu un de mes mots favoris en français et en anglais, en fait. Ah, c'est-il, Colin? Cool. Fait que, guys, allez Google comment écrire ça parce que ça va être hashtag d'un paquet de manières weird. Oui, monsieur. Yeah, c'est ça. Fait que ben, Étienne, merci encore beaucoup pour le podcast aujourd'hui. Si jamais vous voulez nous suivre aussi, donc Coach Lee, coach.lee/st, moi Coach Sim/st aussi. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Puis on se voit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.